C'est bon. On reprend le cours qu'on avait commencé ce matin sur la notion d'État. Le sujet est que devons-nous à l'État? On a déjà fait quelques remarques sur la forme particulière de ce sujet, forme que normalement vous ne devriez pas retrouver euh, lors d'une épreuve finale, effectivement, du baccalauréat, si épreuve finale il y a, ce qui est loin d'être certain. L'un des enjeux majeurs de ce sujet, c'est la problématisation. Nous avons montré qu'il allait falloir problématiser à partir de la notion de devoir, dont nous avons dégagé deux sens. Et la question est de savoir en fait pourquoi il faut faire jaillir le problème de ce concept de devoir plutôt que de la notion d'État. C'est un sujet que j'avais donné, je crois, au début de ma brillante carrière de professeur de philosophie. En gros, même si je n'avais pas donné ce sujet-là, c'est un type de sujet qui avait déjà donné lieu à des épreuves du bac. Et en fait, ça transforme systématiquement le traitement du sujet en liste de courses. C'est-à-dire que devons-nous à l'État? On lui doit des impôts, l'obéissance, etc., etc. Et ça, en fait, c'est le contraire d'une dissertation de philosophie. Vous ne pouvez pas considérer que votre plan, ça va être la liste de tout ce qu'on doit à l'État. Il faut une réflexion problématisée, et donc c'est du problème que nous allons partir à présent. Alors, on avait distingué deux notions de devoir. Un devoir d'être et un devoir moral, une obligation morale. On en avait caractérisé les différences. Et j'avais également parlé de ce que c'était que l'État. Alors je reprends. Petite reprise. Donc l'État, c'est une organisation politique qui dispose d'une force militaire pour garantir sa sécurité et éventuellement pour confronter ses ennemis. Non. Ok. Je dirais même que même le Vatican a une force militaire, qui sont les gardes suisses. Deuxièmement, la subsistance de l'État repose sur une fiscalité qui a pris des formes diverses à travers 3000 ans d'histoire, en gros, mais qui est consentie par la population. Et troisième axe de l'État, ce consentement à la fiscalité s'adosse à un système judiciaire, c'est-à-dire au droit de faire le droit. C'est ce que j'avais expliqué dans mon cours sur le droit. La légitimité de l'État, c'est précisément ce droit qu'il a de dire ce qu'est le droit. Et l'État détient ce que un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber nomme dans Le savant et le politique le monopole de la violence légitime. Alors, il y a plusieurs difficultés à penser l'État comme un échange, comme autre chose qu'un échange de bons procédés, comme autre chose qu'un échange d'obligations. Donc, il y a effectivement un contrat qui semble nous lier à l'État, et c'est celui un contrat qui pourrait unir un créancier à un débiteur. Donc, sans obligation fiscale, il n'y a pas d'État, effectivement. Et sans État, il n'y a pas de protection du contribuable.
Et donc on a bien l'impression qu'il y a une sorte de, comment dire, euh, de proportionnalité du contrat et de mutualité du contrat. Je paye l'État pour qu'il me protège. L'État me doit son existence, mais en contrepartie, l'État me protège. Okay. C'est très précisément ce modèle qu'envisage Thomas Hobbes, par exemple. Et donc, on pourrait penser que le modèle du contrat, celui d'une créance et d'une dette, permet de penser la relation entre le citoyen et l'État. Mais il y a évidemment un certain nombre de difficultés qui se présentent. Tout d'abord, le plus souvent, l'État se passe de notre consentement pour gouverner. Je pense que les dernières semaines, voire les derniers mois, nous ont indiqué que le gouvernement pouvait très bien gouverner non seulement sans l'assentiment explicite du peuple par référendum, mais en plus même sans vraiment consulter l'Assemblée nationale. Donc le plus souvent, l'État gouverne sans un consentement explicite du citoyen. C'est un petit peu l'argument qu'on avait vu contre Hobbes. Hobbes envisage le contrat sous la forme d'un jeu régi par des règles. Or, on peut arrêter de jouer à un jeu. En revanche, arrêter de vivre sous la férule et sous la tutelle de l'État, on ne le peut pas. Qui a le hockey? Ok, c'est le cas de le dire. Oui. Oui, mais vous devrez toujours quelque chose à un autre État. C'est assez intéressant comme remarque. On a constaté que... alors, il y avait une BD quand j'étais petit qui s'appelait Golden City. C'était l'histoire d'une cité pour milliardaires, une cité flottante dans les eaux internationales. Et le but de cette cité, c'était précisément de servir de paradis fiscal, en gros, aux super riches et d'échapper à toutes les juridictions. On s'est rendu compte que une des obsessions des patrons de GAFA, c'était de créer des îles artificielles dans les eaux territoriales, voire en fait une espèce d'île flottante qui échapperait par son type d'existence même aux lois de n'importe quel État. Autrement dit, on pourrait croire naïvement que on peut déménager, il suffit de déménager pour échapper à l'État. En réalité, pour la plupart d'entre nous, qui n'avons pas notre île flottante privée, nous subissons toujours, d'une certaine manière, l'autorité d'un État, quel qu'il soit. Oui, vous et vous, oui. Bah, à des lois maritimes internationales, mais le principe de ces entités-là, ça serait précisément on va dire, de créer des espèces de ports francs, si vous voulez, comme pouvaient l'être les cités pirates des Caraïbes, où précisément il y aurait un strict minimum de lois, et il y aurait peut-être une force de police, si vous voulez, pour maintenir l'ordre, mais au fond, ce type de lieu ne servirait qu'à échapper justement à la fiscalité, en particulier à la fiscalité évidemment des États conventionnels, on va dire. C'est assez intéressant de voir ce phénomène-là. C'est vraiment, enfin, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose d'archaïque. Rome impose une fiscalité, on va se barrer en Germanie. Les
la couronne britannique impose une fiscalité, on va créer notre propre État. Et on pensait qu'on était revenu de cette époque où on pouvait créer des États. Manifestement, non, on peut encore s'échapper, mais à condition de peser plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars. On peut échapper en fait au contrôle de l'État, même si c'est manifestement l'exception qui confirme la règle. L'Antarctique n'est pas un État, mais comment dire, c'est aussi un environnement un peu propice au développement d'une vie sociale, économique. Ouais, enfin, il faut quand même que ça soit habitable, si vous voulez. Euh, et encore, je suis même pas certain que l'Antarctique ne soit pas littéralement divisé en territoires sous la tutelle de l'ONU, d'une organisation internationale qui, pour le coup, elle, si c'est pas vraiment une organisation étatique, euh, a des lois. Alors évidemment, ça serait absurde de, de monter un système fiscal pour entretenir une force militaire dans l'Antarctique, précisément parce que, à part faire la police des... C'est les pingouins en Antarctique ou c'est les manchots, je sais plus. En tout cas, des volatiles et quelques phoques. Il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, en termes de citoyens, si vous voulez, dans l'Antarctique. Eh bien oui, je pense. Le statut juridique, enfin, l'Antarctique a un statut juridique, c'est divisé en zones, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. En particulier, vous ne pouvez pas forer n'importe comment, il me semble. Ouais. Donc en fait, à vrai dire, à part dans les eaux internationales, il n'y a pas une parcelle de cette planète qui ne soit pas régie par un État. Ok. Alors, euh, donc, en fait, c'était une objection qu'on peut adresser au modèle contractualiste de Hobbes. Ce modèle est une fiction. Dans la réalité, nous naissons dans un État. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont nés parfois sous l'autorité du même État. Et l'État se passe du consentement de cette nouvelle génération sans cesse renouvelée de citoyens. Et surtout, deuxièmement, deuxième point problématique, ce qui est échangé entre l'État et ses sujets semble incommensurable. Il n'y a pas simplement un simple échange de services entre un État et ses citoyens, il y a une relation qui est de l'ordre de l'éthique, voire une relation qui peut être charnelle. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. On aime son pays comme on peut aimer parfois ses parents. Et ça explique des sentiments, si vous voulez, que le débiteur n'a pas à l'égard de son banquier. Celui qui contracte un emprunt à une banque est dans l'obligation financière de le rembourser, mais il n'aime pas son banquier comme un citoyen peut aimer son pays. C'est le patriotisme, c'est le sentiment patriotique. Et donc on voit bien qu'il y a plus qu'une relation simplement contractuelle entre l'État et le citoyen, il y a une relation qui peut être sentimentale en fait, qui est de l'ordre du sentiment. Alors, je vous dicte, ou plutôt je vous donne le problème du sujet tel que je le conçois. Si la légitimité de l'État est fondée sur le consentement des sujets, si la légitimité de l'État dépend du consentement des sujets,
il ne dépend pas d'eux, en tout cas à titre individuel, de décider de leur statut, ni même de leurs obligations vis-à-vis de l'État, de leurs obligations vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que je ne peux pas décider dans mon coin ce que je dois ou non à l'État. La volonté de l'État s'impose à moi par le droit. D'un autre côté, en effet, le droit s'accompagne d'un pouvoir de contrainte. Et ce pouvoir de contrainte, ce sont précisément les forces de l'ordre, dont le monopole légitime est détenu par l'État. Et on peut se demander dans quelle mesure il y a un sens de parler encore de devoir civique, lorsque l'État peut me contraindre à agir contre mon jugement moral, contre mes préférences éthiques. Autrement dit, le paradoxe, c'est que pour que l'État fonctionne, il faut qu'il ait un pouvoir de contrainte. Parce que nous ne sommes pas des anges. Mais l'utilisation de ce pouvoir remet en cause l'idée qu'on lui doive quelque chose. Nous n'avons pas de devoir vis-à-vis de l'État puisqu'il peut nous contraindre. Est-ce que vous pouvez allumer s'il vous plaît? Parce que là j'ai l'impression que... Et puis on va peut-être ouvrir les rideaux parce que là le soleil se couche. J'aimerais profiter du coucher de soleil sur la plaine. Alors, voilà en gros le problème que je vais traiter. Alors, il y a plusieurs axes que j'envisage et vous verrez, autant ça sera très structuré dans le cours que je vous distribuerai, autant là je voudrais aller assez vite à l'essentiel pour éventuellement avoir une discussion avec vous. Alors, il y a une dimension qui a été vue un petit peu dans le cours sur la justice, dans le cadre de ce cours, c'est l'ambiguïté, au fond, de la relation entre obéissance et force. On avait lu, je crois, un texte de Pascal,
Blaise Pascal, tiré des pensées, c'était la pensée 103 dans l'édition La Fuma. Et ce texte, dans mon souvenir, ça vous avait un petit peu interloqué, il avait une forme logique absolument parfaite. Ça commençait de la manière suivante: il est juste que ce qui est juste soit suivi. Ça vous dit quelque chose? Il est nécessaire que ce qui est plus fort soit suivi. On l'avait lu ce texte, il me semble. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Alors, que dit Pascal dans ce texte? Pascal compare la force et la justice, et il dit la chose suivante: la justice est suivie pour elle-même. Autrement dit, on obéit à un ordre juste parce qu'on reconnaît en lui la justice. La force est suivie parce elle s'applique à nous de manière nécessaire, et c'est son pouvoir de contrainte. Comment peut-on donc articuler la force et la justice? C'est très simple. Entre les deux, il y en a une qui est incontestable, dont la supériorité ne fait aucun doute, c'est la force. C'est la force. La force se mesure. Exactement, alors, pour citer les grands auteurs, dans l'octogone. Autrement dit, il y a des épreuves de force, si vous voulez, hein, le, le président arménien a voulu jouer au plus malin avec Poutine. Résultat des courses, Poutine lui a expliqué qu'il allait devoir abandonner le Haut-Karabakh parce qu'il l'avait légèrement gonflé. Ben, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ça, le pouvoir de contrainte de la force. Poutine n'a pas voulu intervenir au Haut-Karabakh. Bah, l'Arménie s'est pliée à la décision de Poutine. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait littéralement rien d'autre à faire. Autrement dit, et ça, Pascal le comprend, Hobbes le comprend aussi, la force, c'est ce qui introduit de la nécessité dans le chaos. Quand vous êtes le plus fort, vous mettez le réel en ordre. Okay, et vous lui imposez un ordre qui va être incontestable. Et cet ordre, il suffit de l'appeler justice pour qu'il soit accepté. Iwan, rien n'est forcément juste. C'est précisément... Il n'y a pas de plus ou moins juste, c'est ce que dit Pascal d'une certaine manière. Pascal dit que je n'ai aucune raison de considérer que ma conception de la justice a plus de valeur que la conception qu'ont les Espagnols de l'autre côté des Pyrénées de la justice. J'ai aucune raison de penser, Pascal est vraiment sérieux quand il dit ça, j'ai aucune raison de penser que violer une femme et tuer un esclave quand je suis spartiate, c'est moins juste que, je ne sais pas moi,
devoir subir des cours d'éducation morale et civique en classe de terminale, hein, au nom des valeurs de la République. Au fond, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas les Spartiates qui avaient raison? Dans cette espèce de relativisme moral que Pascal assume complètement, parce que Pascal, il vit à une époque où non seulement on a la connaissance historique du passé, il y a vraiment, à l'époque de la Renaissance, la redécouverte des historiens de l'Antiquité et à nouveau une écriture scientifique de l'histoire qui se met en place. Donc on sait un petit peu, on connaît les mœurs de nos ancêtres, et en plus on découvre les mœurs des populations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, et par les Portugais. Et là, on se rend compte en fait de l'écart, si vous voulez, incommensurable qu'il peut y avoir entre les conceptions de la justice selon les Mayas, donc à base de sacrifices humains quand même, et les conceptions de la justice de nous autres chrétiens du XVIIe siècle, si vous voulez. Qui nous dit que c'est nous qui avons raison? C'est quand même un sujet qu'on verra quand on fera le cours sur la culture. C'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. On a toujours tendance à considérer que c'est notre culture qui vaut davantage que celle des autres. C'est notre époque, version de l'anthropocentrisme, l'historicisme. C'est notre époque qui détient la vérité plutôt qu'une autre. Oui, sauf que dans 200 ans, nos descendants nous traiteront de barbares, très probablement, et nous serons toujours, nous autres, les barbares d'un autre peuple, d'une autre culture. Ça, si vous voulez, c'est du relativisme argumenté et assumé. Au fond, il faut considérer que la connaissance du juste nous est inaccessible. La connaissance de la force nous est accessible, hein, par le biais du bourre-pif, par le biais simplement de la violence. On sait ce que c'est que la force. Elle s'applique, elle impose un ordre. Nous n'avons aucune raison de supposer que cet ordre est plus juste qu'un autre, mais nous n'avons aucune raison de supposer non plus qu'il est moins juste qu'un autre, et par conséquent, c'est ça ce que j'avais dit notamment dans le cadre du cours sur la justice, c'est ça le conservatisme de Pascal. Étant donné qu'on est incapable de savoir ce que c'est que la justice, on va considérer que la justice, c'est la force. La justice, c'est incarné par la force de l'État et de la coutume. Alors, en réalité, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça dans le cadre de la pensée de Pascal. Pascal n'en reste pas là et il va considérer, il va prendre au sérieux le concept de tyrannie et il va en donner une conception extraordinairement précise qui peut être utile, qui peut vous être utile. Alors, qu'est-ce que la tyrannie? On va lire un extrait de la Pensée 58, toujours dans l'édition La Fuma, et on va essayer de comprendre ce que dit Pascal au sujet de la tyrannie. Je cite: « La tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors de son ordre. Diverses chambres, de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun règne chez soi, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. Et le fort et le beau se battent sottement à qui sera le maître l'un de l'autre, car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas, et leur faute est de vouloir régner partout. » J'aurais beaucoup à dire, notamment sur le cours d'éducation morale et civique. Rien ne le peut, non pas même la force. Rien ne le peut, non pas même la force. Elle ne fait rien au royaume des savants. Elle n'est maîtresse que des actions extérieures. Ainsi, ses discours sont faux et tyranniques. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. La tyrannie
est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. On rend différents devoirs aux différents mérites. Devoir d'amour à l'agrément, c'est-à-dire à la beauté. Devoir de crainte à la force. Devoir de créance à la science. On doit rendre ces devoirs-là. On est injuste d'en demander d'autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le domaine de l'État, c'est la force. C'est la force. La force s'applique au corps. Et son obéissance, elle est garantie par un sentiment qui est la crainte. Autrement dit, que devons-nous à l'État pour Pascal? L'obéissance par la crainte. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce que la puissance de l'État, dans son domaine, ce que Pascal appelle son ordre, c'est la force qui s'applique au corps. C'est la force qui s'applique au corps. L'État ne peut me faire que certaines choses, et il ne peut exiger de moi que certaines choses, c'est-à-dire qu'il peut me contraindre par la force. C'est le domaine des actions extérieures, dit Pascal. Et donc ce que je dois à l'État, c'est l'obéissance par la crainte, et seulement par ça. Un État qui voudrait se faire aimer par la force, c'est un État tyrannique. Un État qui voudrait avoir une autorité intellectuelle par la force, c'est un État tyrannique. Autrement dit, c'est ce que dit Pascal, qu'est-ce que c'est que la tyrannie? La tyrannie, c'est la volonté de sortir de son ordre, de sortir de son domaine. Quand l'État me dit « aime-moi », il est tyrannique. Quand il me dit « crains-moi », il est dans son ordre. Il n'est pas tyrannique. Okay. Et il est absurde, en fait la tyrannie c'est une forme d'absurdité, il est absurde d'exiger d'être craint parce qu'on est beau, d'exiger d'être aimé parce qu'on est savant, d'exiger, je ne sais pas moi, d'être cru parce qu'on est fort. Okay. C'est le savant qui est cru, c'est la beauté qui est aimée, et c'est la force qui est crainte. Chaque chose a sa place. Et la tyrannie, c'est précisément cette confusion des places. Implication concrète de ce que dit Pascal dans le domaine de la religion, puisque Pascal était janséniste. Mais vous pouvez vous douter que ça peut avoir des implications contemporaines, actuelles même. L'État est tyrannique lorsqu'il m'édicte un amour patriotique, lorsqu'il me dit aime-moi. L'État est tyrannique lorsqu'il exige de moi que je le croie. Nous avons eu un exemple flagrant de tyrannie lorsque l'État s'est tout simplement caché derrière un conseil scientifique pour prendre des mesures qui relèvent en fait de la contrainte corporelle. Et la contrainte corporelle ultime, c'est quand même le confinement. Nous avons eu, je pense, un exemple de tyrannie typique lorsque l'État demande à ses professeurs, évidemment, que Jean Castex protège, il ne faut pas l'oublier. Faut que j'arrête avec cette blague, ça va vraiment m'attirer des ennuis. Quand un gouvernement demande à des professeurs de faire des cours de morale, il y a peut-être, comme qui dirait, une confusion entre les ordres. Moi, je suis prof. Mon domaine, c'est, on va dire, en étant très optimiste, c'est l'intelligence des textes, la compréhension des textes, c'est la pensée.
c'est pas le sentiment moral, hein. Je ne compte pas faire de vous de bons Français en vous faisant pleurer, en vous lisant la lettre de Guy Moquet ou la lettre de Jean Jaurès ou que sais-je encore. C'est pas l'émotion, en fait, le registre du professeur, l'ordre du professeur. L'ordre du professeur, c'est la pensée. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça va? Oui. C'est la crainte de la force. Mais cela veut dire aussi que l'État n'a pas à me dire ce qu'il faut que je pense, n'a pas à me dire ce qu'il faut que je crois, n'a pas à me dire ce qu'il faut que j'aime. Et de toutes les manières, quand bien même il essaierait, par la force, il y échouerait. Hein. Je ne vous fais pas un dessin, mais quand on contraint une jeune femme à l'amour, c'est pas de l'amour en fait, c'est de la peur. Quand on contraint un croyant à ne pas croire ou un athée à croire, c'est pas de la foi ou c'est pas de l'athéisme, c'est de l'hypocrisie et c'est de la crainte, etc., etc. Donc en fait, ce que dit Pascal, c'est qu'il faut se méfier d'une certaine manière d'un État qui s'attribue en fait des qualités morales, parce qu'à ce moment-là, il est proprement tyrannique, au sens où il sort de son ordre. Que devons-nous à l'État? L'obéissance fondée sur la crainte. Et cette obéissance, elle garantit la paix. Basta, c'est tout, d'une certaine manière. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est précisément la question du nous, c'est-à-dire la question du collectif. Une question qu'on peut aborder dans le cadre de ce cours, c'est précisément si nous ne devons pas à l'État nous, ce nous qu'on appelle, comme diraient les Américains, nous, le peuple. Autrement dit, question qu'on peut se poser, n'est-ce pas nous-mêmes, n'est-ce pas notre existence collective en tant que nation, que nous devons à l'État? Autrement dit, sans État, est-ce qu'il y aurait un nous politique? Okay. C'est une question qu'il faut se poser. Alors, c'est pas un hasard si ceux qui croient que nous devons nous-mêmes à l'État sont les contractualistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que nous sommes tributaires de notre propre existence à l'État et nous avons une dette à l'égard de l'État pour cette raison-là. On trouve cette idée chez Hobbes, on trouve cette idée chez Rousseau. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est que naturellement, il n'y a pas de nous. Ce qui existe réellement, ce sont des individus. Des individus. Et ce qui caractérise l'individu, c'est l'absence de solidarité avec ses semblables. Le contrat social, le pacte, comme dirait Hobbes, permet de penser l'assemblage des individus en un peuple. Autrement dit, permet de penser la synthèse des individus dans un peuple. Et ce peuple, c'est une fiction. C'est-à-dire que c'est la création d'une volonté, émanant d'une volonté politique. Alors, je peux vous citer un extrait, c'est pas possible, c'est ok, hein, du chapitre 5,
Non, mais en plus, c'est vraiment pas très bon pour la santé. Si vous savez ce que c'est physiquement qu'un hoquet, c'est quelque chose d'assez. Euh, c'est les parois du poumon qui se décollent en fait. Alors, extrait du chapitre 5 du Citoyen de Hobbes. Hobbes dit la chose suivante. Le concours de ces êtres bruts est naturel, alors que celui des hommes ne peut résulter que d'un pacte, c'est-à-dire qu'il est artificiel. Il n'y a donc pas à s'étonner si quelque chose de plus est nécessaire aux hommes pour qu'ils vivent en paix. Autrement dit, ce que dit Hobbes, c'est que naturellement, les êtres humains sont incapables de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que c'est le fameux état de guerre de chacun contre chacun. Il faut donc quelque chose de plus pour que l'humanité puisse vivre ensemble, comme on dit. Je reviendrai sur cette expression. Et ce quelque chose, c'est précisément l'État. L'État est la créature artificielle à laquelle on donne la vie et qui nous donne la vie. C'est Hobbes qui dit cela. Ouais. Bonne question. Ça, pour le coup, c'est une vraie bonne question. Alors, donc, votre remarque de fond, d'une certaine manière, c'est que la société peut exister sans l'État. C'est tout à fait vrai. Simplement, premièrement, il faut voir quel genre de société. Je suis en train de lire un bouquin passionnant. J'espère que je ne l'ai pas oublié chez moi, parce que sinon je l'aurais mauvaise. Je l'ai oublié chez moi. Ah non, c'est bon. Essai sur l'inégalité de Jean-Louis Harwell. Je le recommande, 16 euros. Ouais, quand même. Mais c'est beaucoup de science pour relativement peu d'argent. Alors, il y a deux manières de concevoir les choses. Il y a une manière, on va dire, qui a eu énormément d'influence dans les milieux. Alors, je vais utiliser un énorme pléonasme dans les milieux gauchistes de l'université française, c'est-à-dire à l'université française, et en particulier dans les départements de sciences humaines. Il y a un bouquin qui va avoir une influence considérable et à juste titre. C'est vraiment un livre qui est passionnant et qu'il faut lire quand on s'intéresse à ces questions. C'est la société contre l'État de Clastres. Pierre Clastres. C'est un essai d'anthropologie sur les sociétés d'Amérique, en particulier d'Amérique centrale, qui vivent sans État. Okay. Et ce n'est pas simplement des sociétés qui vivent sans État, ce sont des sociétés qui vont mettre en place des stratégies pour qu'il n'y ait pas d'État. Autrement dit, ce ne sont pas des sociétés qui sont seulement égalitaires, ce sont des sociétés qui sont égalitaristes. Okay. Elles vont mettre en place des stratégies du partage du pouvoir, du partage des terres, du partage des rôles symboliques au sein de la tribu, etc., etc. Bref, tout faire pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Alors, le léger problème, si vous voulez, de ces sociétés-là, c'est que ce sont très probablement, pour utiliser un vocabulaire contemporain et un peu expéditif, ce sont probablement les sociétés les plus racistes qui soient, puisque leur existence se résume quand même à l'extermination des tribus voisines
qui ne sont pas considérées comme humaines. C'est quelque chose que Claude Lévi-Strauss avait déjà remarqué et sur lequel Pierre Clastre n'insiste pas vraiment. Si vous voulez, bon, euh, comment dire, enfin, euh, ça n'a pas très bonne presse auprès des punks à chiens de la fac de Tours que de dire que les sociétés égalitaristes sont celles qui s'exterminent le plus fréquemment dans l'histoire de l'humanité. Parce que, hein, comme on dit sur les réseaux sociaux, ça fait réfléchir. Effectivement, l'égalitarisme, c'est une certaine forme de violence. Ce sont des sociétés qui sont extraordinairement instables et agressives. Alors, il y a un truc qu'explique Harwell dans Essai sur l'inégalité, c'est qu'il n'y a pas d'État sans inégalité. Autrement dit, le but de l'État, ça va être d'accumuler un certain capital qui va rendre possible l'activité spéculative, spirituelle, artistique d'une caste de privilégiés. Cette caste, c'est, en gros, il y a deux castes, si vous voulez. L'aristocratie militaire qui va se consacrer non seulement à la guerre, mais surtout en fait aux choses de l'esprit, à la vie intellectuelle. En fait, on prend tous les philosophes de Platon, enfin de Socrate d'ailleurs, jusqu'à Jean-Paul Sartre, en gros, hein, ce sont tous des privilégiés. Il n'y en a pas un, à part peut-être Épictète et encore, qui soit pauvre. Ce sont des gens qui sont soit eux-mêmes issus de l'aristocratie, soit nourris par l'aristocratie directement pour penser, tout simplement. Les artistes, c'est pareil. Sans l'aristocratie militaire, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des objets qui sont fabriqués et qui sont beaux, par exemple les masques rituels africains ou certains objets rituels d'Amérique centrale ou d'Océanie. C'est pas de l'art au sens où c'est complètement intégré à un rituel religieux. Et vous avez la caste des prêtres, en gros, hein, que ce soit dans l'Égypte ancienne ou dans l'Europe occidentale. Et eux, c'est mathématiques, astronomie, philosophie, etc., etc. En gros, ce qu'explique Harwell, c'est que l'inégalité ne crée pas la pauvreté, n'est pas la cause de la pauvreté, c'est la cause de la richesse. En fait, ce qui fait que l'inégalité fait qu'il y a des riches. Elle ne fait pas qu'il y a des pauvres. Okay. Je pense que vous saisissez la nuance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on répartissait de manière égalitaire les richesses accumulées par les riches, jusqu'au 19e siècle en gros, bah, ça changerait pas beaucoup, ça changerait pas grand-chose à la situation des pauvres, parce que ça se diluerait complètement. Il y a tellement de pauvres par rapport aux riches qu'on pourrait répartir de manière plus égalitaire la richesse des riches, ça changerait rien en fait au sort des pauvres. En revanche, on détruirait totalement le capital accumulé par les castes sociales qui vont finir par former l'État. Et ce que dit Harwell, c'est que les sociétés égalitaires sont celles qui vont connaître le moins de progrès possible, enfin, même une stagnation technique, alors que les sociétés inégalitaires sont celles qui vont progresser massivement. Qu'est-ce qui crée la pauvreté? Qu'est-ce qui crée les famines? Qu'est-ce qui crée les maladies? C'est tout simplement un truc tout simple. On n'arrive pas à nourrir suffisamment. Enfin, il y a une disproportion, ou plutôt une tension constante entre la population et les capacités d'alimentation d'un territoire. Pourquoi? Parce que
n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, l'agriculture est très peu mécanisée, bref, il y a très peu de rendement des terres. Et c'est ça qui cause la pauvreté. C'est pas qu'il y ait une poignée de riches qui crée la pauvreté, c'est surtout qu'on n'a pas les moyens techniques de nourrir cette masse de gens. Et en réalité, plus on fait d'enfants pour exploiter la terre, plus en fait on rentre dans un cercle vicieux. Ouais. Non, enfin, c'est pas ce que dit Harwell. Harwell dit la richesse n'est pas une notion absolue, c'est une notion relative. Il y a de la richesse parce que relativement à des pauvres. En revanche, on peut considérer qu'il y a une pauvreté absolue. Okay. Cette pauvreté, elle est causée par quoi en gros, par les défaillances de notre système d'alimentation. Tout simplement, on n'a pas progressé techniquement suffisamment dans le domaine de l'agriculture avant le XVIIIe siècle, et même avant une bonne partie du XIXe siècle, pour éradiquer la pauvreté. À partir du moment où l'agriculture fait des progrès techniques qui permettent de nourrir la population, réduction de la pauvreté, augmentation du niveau de vie moyen et réduction des inégalités. En fait, ce qui a permis la réduction des inégalités et l'éradication de la pauvreté, c'est l'inégalité initiale. Okay. Prenons la Chine. Alors c'est grand, mais prenons la Chine. Qu'est-ce qui explique le décollage économique de la Chine? 1. Les progrès techniques de son agriculture, spectaculaire, si vous voulez, on passe de l'Antiquité à la modernité en l'espace de 20 ans, hein, des années 50 aux années 70. Les gars, ils rattrapent un retard, si vous voulez, de 4000 ans, en 50 ans. 2. La politique de l'enfant unique, qui fait qu'il va y avoir de moins en moins d'écart entre les capacités d'alimentation de la Chine et sa population. 3. Des inégalités sociales qui vont être assumées par le gouvernement chinois, qui vont permettre de créer des grandes entreprises, qui vont permettre d'accumuler un capital, qui vont permettre de créer une classe moyenne, in fine. Okay. Alors,